Bonjour Simon Chandor. Bonjour Hélène. Alors écoute, je suis ravie de te recevoir dans mon émission Parcours d'artiste parce que tu as un parcours, comment on peut dire, multidimensionnel. Voilà, et je vais d'abord te remettre ta coupe de la paix que tu n'as pas pu venir chercher en 2022. Je te la remets, mais je te la reprends tout de suite pour la poser, tu vois, qu'elle ne te dérange oui, pas. J'étais au Festival de Cannes. Voilà, tu étais au Festival de Cannes, à chaque fois, c'était le Festival de Cannes, à chaque fois qu'on faisait des événements. Et donc, ces coupes de la paix, on les remet à toutes les personnes qui participent à nos émissions sur Bonheur TV. D'accord. Et aux partenaires. Et toi, tu soutiens tout ce que je fais depuis 2017 déjà. D'accord. Puisque tu as sorti le DVD Hélène et les Nations avec le CD à l'intérieur. Ah oui, depuis 2017 déjà. 2017. Ça passe vite le temps. Ouais. Ensuite, en plein confinement en 2021, j'ai osé faire un spectacle internet qui est sorti aussi sur Bonheur TV. Et j'ai dit, on va faire le DVD, CD. Et tu l'as distribué aussi. Et puis, il y a eu... Je me rappellerai toujours de ce repas que nous avons partagé avec Clémence. Et c'était juste entre Noël et Jour de l'An, fin 2021. Et je venais de prendre la décision de tourner God Mystère, mais je ne savais pas comment. Donc j'étais en train de demander toutes les subventions. Et je t'ai dit, il me faut un papier, je ne sais plus lequel, par rapport à la distribution. Et voilà, je me rappelle que... Je ne sais plus si c'était toi ou Clémence qui avait dit quel courage, etc. Donc j'ai demandé à cette époque-là toutes les subventions qui ont toutes été refusées, 3 ou 4 mois après, et on sortait des confinements. C'est une très belle histoire. Hein. Et c'était un jour où je venais là, donc j'interviewais une comédienne qui s'appelle Loïse de Jadot, qui est assez connue, elle est tout le temps sur les boulevards, on la voit à la télé, etc. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais depuis qu'on a le droit de sortir? Alors je dis, tu vois, je fais mes émissions et je vais à la piscine à côté de chez moi. Elle m'a dit, je t'accompagne. En sortant de la piscine, je lui ai dit, bah, tu vas venir boire un verre chez moi parce que c'était pas très loin. Et il faisait beau et c'était un vendredi saint. Alors je lui ai dit, on va aller dans le jardin. Et qu'est-ce que tu as à boire, me demande-t-elle. J'ouvre mon frigo et il y avait, miracle, une bouteille de champagne. Je lui ai dit, si tu veux du champagne. Donc on se met à boire du champagne. J'ai encore les photos dans le jardin. Un miracle. Voilà. Premier miracle, un vendredi saint où il ne pleut pas. Et elle me dit, et c'est quoi ton projet? Je lui ai dit, écoute, j'avais un projet, mais je ne vois pas comment le faire. Elle m'a dit, si, on va te le faire. Deuxième miracle. Oui. Mais j'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, tu vas téléphoner à Bernard Ménez. Je dis, mais moi, j'ose pas. Je le connais, mais je n'ose pas lui demander... un acteur de sa qualité, etc. Si, tu l'appelles demain, tu vas voir, il va dire oui, me dit-elle. Et comme il a dit oui, tous les comédiens ont dit oui, bien sûr, c'était une aventure magique. Et on a pu tourner là où nous sommes. Et God Mystère a pu se réaliser donc miraculeusement. Oui, à ce soir, à mon avis, on a dû dire que là, il faut un courage énorme aujourd'hui. Pour se lancer dans les tournages. Dans ce genre de projet, dans le tournage. Parce qu'on ne sait pas la suite, hein, on sait ce qu'on est en train de faire. Oui. Et toi, tu as l'habitude de tout ça, bien sûr. Ah, disons que j'en ai fait, oui. Donc on va parler de ton parcours. Tu es né à Budapest? Non, je suis né à la frontière à cette époque-là, Tchécoslovaquie et la Hongrie. Et quand je dis que la frontière, c'est vraiment 20 mètres de la frontière. Ça veut dire que la deuxième rue de la petite rivière qui séparait les deux pays. Et je suis né à la maison. Et tes 2 sœurs jumelles sont plus âgées ou plus jeunes que toi? Plus jeunes. Plus jeunes. Et par contre, elles sont nées à l'hôpital. Et moi à la maison. Toi à la maison, comme à l'ancienne. À l'ancienne. Avec une sage-femme. Ah oui, et l'allaitement jusqu'à je ne sais pas quel âge. Ah, ça, je ne sais pas. Tu ne te souviens pas. Tu sais que moi, je me souviens de ça. Je me souviens que ma mère m'allaitait longtemps parce que les femmes aimaient bien allaiter les enfants jusqu'à 2-3 ans. Parce que c'était contraceptif d'après ce qu'elles pensaient, ou alors c'était dans leur tête, je ne sais pas. Non, ma mère, à mon avis, pas si longtemps. Pas aussi longtemps.
Disons qu'elle est tombée enceinte assez rapidement avec les filles. Ah oui. Pratiquement 1 an de différence qu'il y a entre nous. Ah oui, ça devait être une sacrée équipe, tous les 3. Après, oui. Elles sont artistes aussi, tes sœurs? Non. Non. Enseignante et deuxième, oui, un peu artiste de architecte intérieur. Ah oui, ben oui, carrément. C'est un peu artiste, oui. Et enseignant aussi, c'est un peu artiste, parce que tu es en public. Ah, quand tu fais bien les choses, c'est toujours artistique. Parce que tu transmets quelque chose, de toute façon. La qualité qui fait que tu es artiste ou pas, c'est pas le sujet. Tu l'as su vite, toi, que tu étais un artiste à 17 ans, tu m'as dit, tu commençais à faire de la très tôt. Je savais que très tôt. Tu jouais comédien assez vite. Oui, je fais la guitare. Tu chantais? Ah oui, j'ai chanté. Oui, c'était ça le début, hein? C'était la chanson. Oui, la chanson. Et tu écrivais tes chansons? Les chansons. Je pense que j'ai écrit déjà. Et tu sais, à cette époque-là, il fallait juste une guitare pour... Et tu chantais en hongrois, bien sûr. Ça dépend. Ouais? Oui, on a fait des cours quand même de langue. Oui, en anglais. Mais à cette époque-là, la guitare était le meilleur moyen de draguer les filles autour de feu. Quand on était dans les camps de jeunes. De jeunes, oui. Et on a travaillé souvent parce que, en fait, il y avait 1 mois de travail obligatoire dans le kolkhoz avant de commencer la classe, le cours. D'accord. Donc, début de septembre ou fin d'août, ils nous ont amenés pendant 1 mois pour cueillir les pommes ou raisins ou des trucs comme ça, tomates. Donc on a travaillé beaucoup. Et alors là, on était assez mix. Et c'est vrai que là, on a fait des tentatives, des rapprochements avec les filles. Et la guitare. Et la guitare. Donc très vite, tu es rentré dans une troupe de théâtre, c'est ça? En fait, en face de lycée où j'étais, il y avait un théâtre, un grand théâtre d'ailleurs. Et à cette époque-là, le théâtre tout était d'État. Donc il n'y avait pas de privé. Et ce théâtre, et les acteurs étaient de salariés aussi de théâtre. Donc en fait, matin, ils ont joué pour les enfants des matinales, je ne sais pas quoi, des Oz, ou non, le petit. Pour les petits. Magicien d'Oz. Magicien d'Oz. Après-midi, ils ont joué pour les lycéens des classiques. Et le soir, ils ont fait des opérettes avec les cancans et tout ça. Donc, ces acteurs étaient très, très bons. D'ailleurs, maintenant que je distribue le film, maintenant, je me rends compte que cette époque-là, ça fait 20, 30 ans, les acteurs étaient 10 fois meilleurs. Ils ont joué tout le temps. C'est ça, oui, ils avaient une 3 pratique. pièces par jour. Ah oui, c'était énorme. Et après, ils ont fait de doublage. Et ça, c'était Budapest? C'était non. Non. C'était on a déménagé avec mes parents au centre mais c'était à la campagne toujours. Ah, d'accord. Je n'ai jamais été à Budapest, en fait. Non, pas jamais été, mais après j'étais, bien sûr. Mais jusqu'à là, non. Le lycée, j'ai fait une ville qui s'appelle Szolnok. Et c'était un assez bon lycée, d'ailleurs. Et le théâtre qui était en face, et à côté, il y avait une piscine olympique, parce que l'équipe de water-polo de la Hongrie était, je ne sais pas, était de médaille d'or de chaque olympique. Et alors, les danseuses et les joueurs de water-polo, il y avait beaucoup d'histoires. Voilà, il y avait des histoires d'amour. Il y avait beaucoup d'histoires. Et à un moment donné, j'étais maître nageur dans la même piscine en été pour gagner un peu d'argent, mais surtout maître nageur, je n'ai jamais sauvé personne, il ne fallait pas.
Mais par contre, nettoyer la piscine. Ouais, je pense que chaque deuxième ou troisième jour, on a vidé les piscines. Après, toute la nuit, il fallait nettoyer. Nettoyer avec de l'eau de javel et après, remplir. Et c'est vrai que je me suis mêlé un petit peu dans cette équipe. Bah, disons que c'est là aussi que j'ai vu la première personne dans le décor avec des cheveux longs que je n'ai jamais vu. Nous, on était comme des militaires. D'accord. J'ai jamais vu une personne vivante. Sur une photo, j'ai vu déjà des hippies californiens et tout ça, mais ce n'était pas question que nous, on porte des Ah, tu n'as pas laissé pousser tes cheveux à l'époque? Ah non, non, non. Il y avait le directeur à l'entrée, et quand il avait encore déjà 2 millimètres sur le... on était déjà traités à tous les noms. Oui, c'était ça. Et tu es parti assez vite du lycée, d'après ce que tu m'as dit. On avait, oui, on avait un journal de pile ou face, et qui était... on a beaucoup réfléchi quand même sur des choses, parce qu'on n'a rien compris de cours, ni l'histoire, ni rien. C'était tellement tout falsifié et tout ça, et on n'a pas compris. Donc on a pas mal discuté, on a essayé de comprendre le monde, quoi, comme tous les adolescents. Et de temps en temps, ces réflexions-là, on a écrit dans le journal. Donc nous, j'étais carrément arrêté par la police. Ah oui, carrément. J'avais 16 ans et demi. Et on t'a dit que c'était à cause du journal? Ah oui, oui, c'était clair. D'accord. Pour un article spécialement. Mais je ne me rappelle plus exactement ce que... Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, ce qui s'est passé après, que je suis monté à Budapest. Et là, j'habitais chez un écrivain qui avait un grand appartement. Et à Budapest, il y avait déjà des troupes de théâtre underground. Ça veut dire qu'avant-garde. Et ces groupes étaient aussi interdits. Par contre, ils ont joué dans des grands appartements privés. Et justement, à un moment donné, ils sont venus jouer là où j'habitais. Et après la pièce, ils m'ont demandé... J'avais une tête un peu, certainement, qui les intéressait, un peu exotique ou je ne sais pas quoi, qui était assez rare en Hongrie à cette époque-là. Par exemple, un Africain, je n'ai jamais vu jusqu'à que je suis parti. Donc jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai jamais vu un noir dans ma vie. D'accord. Ou des bananes, ou des trucs comme ça, je n'ai jamais vu. D'accord. J'ai vu sur photo, mais dans la vie, je n'ai pas vu. Donc c'est assez étonnant. Et après, tu as quitté la Hongrie? Après, c'était très très bizarre parce que après j'ai fait quelques pièces de théâtre, un peu très underground, mais basées sur Shakespeare, Roméo et Juliette et tout ça, mais assez avant-garde. Et à un moment donné, ils m'ont amené dans le service, comment dire, disons que ça s'appelait le AVA, une police politique, je dirais comme ça. Et ils m'ont dit qu'il vaut mieux que je quitte le pays. D'accord. Et après, moi, j'ai dit que je n'ai pas de passeport, je n'avais pas de passeport. Donc, je ne sais pas comment je peux quitter. Et après, ils ne m'ont pas répondu. Et quelques mois après, 2-3 mois après, j'ai reçu une lettre de demi-page, écrite à la machine à écrire. Peut-être c'était même pas l'original, c'était avec un indigo, comme ça, une copie, que j'ai une autorisation de quitter le pays jusqu'à... mais je n'ai pas le droit de quitter le train et jusqu'à Bulgarie. Et au départ, je croyais que c'est une farce. Je n'ai jamais été en Bulgarie, je ne sais pas qu'est-ce que je peux chercher, moi, à Bulgarie. Je n'ai pas envie d'aller à Bulgarie. Mais finalement, on est parti. Alors, j'avais un ami qui était... dont son père était carrément ministre de l'urbanisme, un truc comme ça. Il a dit qu'il m'accompagne parce que je croyais qu'il veut me coincer à la frontière.
Donc c'est vrai que l'ambiance était comme tu vois, as dit. elle était un peu pesante, l'ambiance. Là c'était très pesante. Là, je croyais qu'il veut me tuer à la frontière. Il a dit qu'il vient avec moi. Et après, il y avait une deuxième personne aussi qui est venue avec moi. Alors, on a descendu à Ljubljana. Et après, on a pris un bus vers la frontière d'Italie. Et on a essayé de traverser à pied vers l'Italie. Mais il y avait des gardes frontières yougoslaves. Et puis, tu n'avais toujours pas de passeport? Non, j'avais aucun papier. Aucun papier. À cette époque-là, j'avais zéro papier. Et là, les États-Unis, c'est venu à ce moment-là ou c'était après? Non, c'était après. C'était après. Ah oui, oui, j'ai oublié de dire que le théâtre aussi était viré. Ah, d'accord. Mais un peu séparément. Donc, tout le groupe. Tout le groupe. Et ils ont mis sur une d'accord, avion. vous dérangiez, oui. Oui, ils ont mis les enfants, tout le monde, les bébés, tout le monde. Toutes les familles. Ah, mais théâtrale. Disons que ça composait à peu près 3 familles, le théâtre. Et eux, ils sont arrivés d'abord à Amsterdam, à Paris, après Amsterdam, Rotterdam. Ils ont eu un bourse, quelque chose pour de création originale, ils ont fait des trucs. Et après, ils sont passés à New York. Et là, à New York, ils sont devenus vraiment... importants. C'est important, très important même. Et tu les as rejoints là? Et après, surtout à Amsterdam, j'ai passé quand même 2 ans. Et après... Et là-bas, tu jouais quand tu les rejoignais, puisque c'était une troupe de théâtre? Oui. Mais surtout qu'à cette époque-là, j'ai commencé déjà à faire la peinture, donc j'avais un peu d'argent. Et j'ai exposé à Amsterdam aussi, à Paris aussi. Et j'ai pu acheter une voiture. Donc en général, quand il y avait une représentation entre Rotterdam et Amsterdam ou Utrecht, c'est moi qui ai transporté avec une seule voiture. Tout. Ben, ça veut dire que j'ai fait... Tu faisais la navette, ouais. J'ai fait aller-retour. Heureusement qu'il n'y a pas de distance. Donc il y a 30 km entre Amsterdam et Utrecht et, je ne sais pas, il y a 75 km entre Rotterdam et Amsterdam. C'était ça. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était l'un des meilleurs théâtres au monde. Ce genre de théâtre squat, vous pouvez regarder, vérifier. Oui, et puis c'était avant-gardiste en même temps. Très avant-gardiste, mais en même temps un peu baroque, un peu... Ah oui, oui, il touchait un peu. Un peu érotique. D'ailleurs, ils étaient interdits par pornographie, d'ailleurs. Après, il n'y avait pas dans le sens aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était assez érotique. On peut dire qu'il y avait des moments... Il y avait une ambiance érotique, plutôt, je dirais. Pas des actes érotiques, mais il y avait une ambiance... Une tension, oui. Il y avait une ambiance érotique. C'était une communauté un peu... communauté... Dans ce sens-là que tout le monde essayait un peu avec tout le monde. Oui, c'était l'époque. Hein. Oui, c'était un peu l'époque aussi. C'était faites l'amour, pas la guerre. Oui, c'était un peu ça. Et après, il y avait des enfants... qui naissaient. Voilà, parce que je sais que toi, tu as 5 enfants. Moi, j'ai 4 enfants officiellement et j'ai un 5e. Ah, c'est ça. De cette époque-là où 4 enfants que j'ai reconnus parce qu'elles m'ont demandé de reconnaître. Donc bien sûr. J'ai reconnu. Oui, j'ai des enfants. Et ils te ressemblent. Ils ont les cheveux comme ça. Non, pas du tout. Non. Et donc après, tu m'as dit, c'était le midi où tu as beaucoup exposé tes peintures? Non, la peinture, alors oui. Alors j'ai commencé à exposer pas mal d'endroits. Ça remontait aussi un petit peu en côte. C'est aux Côtes d'Azur, à Monte Carlo, à Monaco, dans le pictural, galerie picturale que j'ai fait la plupart des expos. Pratiquement, j'avais toujours des tableaux exposés. C'est là que j'ai fait le plus de sous, de l'argent. Et là, ça remontait jusqu'à 80 000, les tableaux. Ah oui. Et c'était quel style?
Ça aussi, c'était assez érotique. Spécial, érotique. Ah oui, oui, tu vas nous envoyer des reproductions. Oui, ça c'est... tu vas voir. Et, oui, mais ça a duré des années, en fait, le métier de peintre. Ça a duré plus que 10 ans, 12 ans. C'est ça. Et après Munich, Munich, et après Amsterdam. Ah oui, tu t'es baladé partout avec tes toiles, ouais. Disons qu'ils m'ont demandé. Et à Paris aussi, dans le Franc-Bourgeois, il y avait une galerie qui, à cette époque-là, qui n'existe plus. Madame Harrison, qui était une Anglaise, qui avait une galerie. Et voilà. D'accord. Et là aussi, et voilà. Et après, tu as acheté cette maison de production, de diffusion et de production. Disons qu'à un moment donné, j'ai fait tellement des nus et des trucs comme ça, parce que toujours c'est ce qu'ils m'ont demandé, que pendant des années là, à un moment donné, je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je change. Ça, oui, que tu fasses du film, plus que de la peinture. On est parti dans l'île de Ré. L'île de Ré, oui, bien sûr. Et là, il y avait un Américain, un ami qui était américain, et le Canal+ qui commençait à cette époque-là. Ils ont demandé des sketchs, des trucs comme ça à écrire, et nous, là, on était un peu remontés aussi avec tous les trucs là, ce qu'on avait. Et on a produit des sketchs, des trucs comme ça. Et après, j'ai travaillé effectivement pour le Canal+, pour l'Ellipse Production qui était le Gildas. Donc on a écrit des histoires, on a écrit des sketchs, des trucs comme ça. C'est toi qui réalisais ou pas du tout? T'avais des... Il y avait que j'ai commencé déjà à réaliser. C'est là que tu as commencé à réaliser. Oui, j'ai commencé à réaliser déjà là. Et à cette époque-là, 35 mm. Il fallait 3 personnes je sais bien. pour déplacer, pour pousser sur le rail. Oui, c'est très physique. Ah oui, c'est sûr. Donc là, ça a commencé avec Canal pendant plusieurs années. Oui, surtout dans l'écriture. Après, j'avais une agence. Et après, je suis rentré dans l'agence de Besnéard, Dominique Besnéard. Ah oui. En tant que comédien et metteur en scène aussi. Oui, il m'a dit toujours, je ne sais pas, D'accord. Et il te plaçait sur des films. Toi, viens ici. Viens ici, je vais te faire travailler. Ouais. Et il m'a dit, non, toi, il faut que tu fasses du cinéma. J'ai dit, c'est ce que je fais un peu. Il dit, non. En tant qu'acteur. Tu joues. Et il a fait aussi des photos, je vais t'envoyer, de torse nu, des trucs comme ça. D'accord. Et il m'a envoyé des castings. Et donc, j'ai joué... tu as joué dans plusieurs films. Oui, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, mon accent n'était pas... Et oui, c'est ça, c'est que tu as appris le français sur le tas. Ah oui, je n'ai pas parlé un mot français à cette époque-là. Pas à cette époque-là, mais à cette époque-là, j'avais un accent quand même beaucoup plus... Même encore aujourd'hui. Et alors, Clavis Film, ça vient là, maintenant, enfin, à cette époque-là? Et à un moment donné, j'ai écrit des scénarios un peu plus sérieux. Je me suis dit... mon atelier était dans le même bâtiment dans le CITA à Pantin, où Luc Besson a tourné le Nikita. En même temps, le Délicatessin était tourné un peu à gauche, dans le même CITA. Il y avait un troisième film aussi, Ma vie est un enfer, avec Daniel Auteuil et Balasco. Donc, par la fenêtre, j'ai vu tous ces tournages-là. Et même les techniciens, ils ont monté dans mon atelier pour se plaindre que, ou je ne sais pas quoi, c'est juste pour fumer une cigarette. Il y avait quand même une ambiance atelier d'artistes, un peu plus artistes. Eux, ils étaient plus techniques. Et je me suis dit que peut-être que je peux essayer. Et j'ai écrit quelques scénarios. Et là, j'ai fait une énorme erreur. Je ne sais même pas, peut-être que c'est trop compliqué. En fait, je n'ai pas signé un contrat qu'ils m'ont presque... donné. Je ne veux pas exagérer, mais presque supplié. Et j'étais tellement mal conseillé. C'est un Belge et un Français, c'est Magellan, c'est Nicolas Meyer.
qui était un producteur belge, et un coproducteur français, Jean-Paul Dequisse. Et j'ai écrit un western, un vrai western. Et eux, ils ont dit que c'est très bon, ce carton, c'est génial. À cette époque-là, Luc Besson commençait déjà à sortir le cinéma un peu de cette auteur, cinéma d'auteur. Donc je me suis dit que, bon, pourquoi pas un western. Et bon, ils ont dit que Vincent Canap, qui était le premier assistant, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais Vincent Canap, qui était le premier assistant de Luc Besson, il a budgété le film pour 40 millions. Alors Jean-Claude Fleury, qui était la CB 2000 à cette époque-là, la plus grande production, a dit non, pas question qu'un premier film à 40 millions à cette époque-là, c'était énorme. C'était énorme, oui. Et Jacques Rouffio, qui était un autre réalisateur, qui est devenu un ami et qui m'a beaucoup conseillé, a dit non, tu n'acceptes pas de rigolo. Ah oui, et en même temps, j'ai reçu une proposition pour 7,5 millions pour que je tourne justement ou bien en Hongrie ou bien au Cap-Vert. Canard. L'île. Non, Cap-Vert. Et j'ai dit que bon, 7,7 millions, ils ont dit non, c'est pas possible que tu tournes ce film-là pour 7,7 millions. Et finalement, j'ai pas signé. Et depuis, je sais qu'il fallait que je signe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'étais tellement déçu que ça a tombé dans l'oubli. Dans l'oubli. Et un peu que je me suis dit que d'accord, si je ne peux pas faire ce film-là, je deviens producteur. D'accord, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Tout d'abord, je voulais acheter, je rentre tellement dans les détails, tout d'abord, je voulais acheter la production de Jacques Rouffio. Ouais. Tu sais, Jacques Rouffio, c'est le sucre, c'est avec Depardieu, avec 7 morts sur ordonnance. C'est le dernier film avec Romy Schneider, Passant sans souci. Justement, quand son fils, pendant le tournage avec Jacques Rouffio, que le fils de Romy Schneider a eu un accident absolument tragique. Et pourtant, il a fini le film. Il voulait me vendre, mais trop cher. J'ai dit, mais écoute, Jacques, moi, je n'ai pas autant d'argent que ça. Et à cette époque-là, on a tourné, on habitait à Meudon. Il y avait un jardin. Et on a fait des films un peu. On s'est beaucoup amusé pour le Canal+. Il y en a beaucoup qui sont passés sur Canal. Oui, il y avait beaucoup. C'était des films de quelle longueur? Non, c'était des sketchs comme ça. Ah, c'était des sketchs. C'était vraiment au début de Canal+, où ils ont balancé... C'est quoi, 10 minutes, 5 minutes? Oui, 5-10 minutes. Souvent, c'était même des... Ils ont commencé à faire le porno aussi le samedi à minuit. Donc j'ai écrit des scénarios. À cette époque-là, il y avait encore de scénarios pour le porno. Toujours la même chose, mais quand même le château, le machin. Et donc on a tourné de temps en temps là à Meudon. Et il y avait un mec habillé dans un comme un marin. De chapeau, comme un capitaine. Il est venu, il m'a dit c'est toi, réalisateur? J'ai dit oui. Et après, il est venu souvent. Et à un moment donné, Sophie Rouffio, avec qui j'ai vécu dans cette maison-là, m'a dit que, écoute, le vieux, je te cherche. J'ai dit, qui, ce vieux fou? Dis-lui que je ne suis pas là. Je ne suis pas à la maison. Mais il insiste. Il a dit non, je ne te crois pas, j'en suis sûr qu'il est là. J'ai observé la maison, il n'est pas parti. Finalement, je suis sorti. Il m'a dit que, écoute, je te propose ma société Clavisfilm. D'accord. La moitié. C'était quelle année ça? 2004. 2004. Donc, tu as acheté Clavisfilm? J'ai acheté 50%. 50%. De Clavisfilm. Et Julien Papet, d'ailleurs, qui était un personnage assez étonnant.
connaissait très très bien les nouvelles vagues, surtout Truffaut, parce qu'en fait, il faisait des effets spéciaux de l'époque. Le générique, où les lettres bougent, sautillent, il y a des dessins, il y a cette première génération de génériques, différentes couleurs, des trucs, il a collé. Et ils avaient des sujets comme ça, comme ces réalisateurs de la Nouvelle Vague et tout ça? Ah, mais ils sont venus là, oui. Ah, tout le monde était là. Tout le monde était là. Ah oui, donc c'était très important. Il est venu chez lui. Très, très important. Il avait un studio incroyable. D'accord. Ça donnait sur Paris, à Meudon, à la route des Gardes. Et finalement, j'ai dit que, bah, écoute, pourquoi pas. Et donc, j'avais 50%, et à un moment donné... il t'a laissé ses parts à la fin? Il m'a laissé parce qu'il est décédé. Ah, d'accord. À 85 ans, il a eu un AVC. D'accord. Donc, depuis 2004, tu t'es occupé de Clavis. Oui, j'ai racheté le... Et il m'a dit qu'il y a énormément des enfants, donc il m'a dit qu'il y a au moins 20 fils. Mais finalement, j'ai découvert qu'il avait 4 filles. C'est pas pareil. C'est pas pareil, en plus de différents pays, et Angleterre et tout ça. Donc, il fallait quand même que je repère. Elles sont venues quand même à l'enterrement, donc j'ai dit que je vais racheter le parc. C'était pas très très bon marché, mais finalement, j'ai récupéré effectivement. D'accord. Et tu t'es occupé de tous ces grands films, en fait, ce sont des classiques. Oui. Et il y a des classiques hongrois aussi, j'ai vu. Non, mais déjà l'Enclos a produit des films. Donc il avait déjà un petit catalogue déjà. Et toi, tu en as produit à travers Clavis, je suppose? Oui. Ça dépend de documents. Oui. Mais après, j'ai acheté une deuxième société aussi, Yenta, où là aussi il y avait, je ne sais pas, 70 films sur le catalogue. Et là, par contre, j'ai beaucoup produit et réalisé. Produit et réalisé. Après, on a travaillé aussi pour des chaînes de télé, Canal+, oui, tu m'as dit qu'il y a beaucoup Arte, Canal+. Canal+ Sport. On a fait beaucoup de sport. Ah oui? De football, des trucs comme ça. Pendant les Jeux Olympiques, on est allé à la maison de ces médaillés olympiques et on a interviewé chez eux, partout. On a fait des folies. On est parti à Hambourg. 9 h du matin, on avait déjà une interview. Après-midi à Berlin, un deuxième. Pratiquement, on a roulé, je ne sais pas. Mon collègue vient de dire justement, parce que on a passé quelques jours ensemble au Festival de Cannes, il a dit que dans ce tournée-là, 6000 km on a fait. Je ne sais pas combien d'interviews. Après, on a fait des footballs avec le plus grand de Manchester United, Barça. Et là, alors, tes projets, parce que maintenant tu tournes. Oui, j'ai parlé un petit peu. Tu tournes, tu peins? Non, ce qui se passe, qu'à un moment donné, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué, j'ai donné beaucoup. Ça t'a fatigué au moment des confinements, je sais. C'est là que tu m'avais dit. Oui. C'était le confinement aussi. C'est ça. Mes collègues aussi sont partis un petit peu dans la nature. C'était difficile après. Tout le monde voulait partir dans la nature, justement. Oui. Plus ou moins, tout le monde est rentré. Et bon, on ne pouvait pas trop bouger. Et il n'y avait pas d'occasion non plus. Donc il y avait très peu de chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai décidé que, puisqu'il y a beaucoup de films sur le catalogue, documentaires, fiction et d'autres, finalement, je vais me reconvertir surtout dans l'édition DVD, Blu-ray et la distribution. Donc j'ai commencé à distribuer dans les salles aussi. Et après, je me suis dit que c'est trop fatigant. Disons que mes films sont quand même... c'est des gros sujets, hein, c'est des gros titres.
ils sont primés. C'est ça. Souvent. Donc, oui, le Mephisto qui a Oscar. Oui, beaucoup de films que j'ai, qui a eu beaucoup de récompenses dans des grands festivals. Plusieurs Oscars, plusieurs nominés Oscars. Le Palme d'Or, Ours d'Or. Et Jodorowsky, tu l'as distribué? Non. 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 Parce que j'ai vu que l'autre fois, tu étais à Paris pour présenter une rétrospective. Une rétrospective, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais un petit peu son manager ou son producteur. Donc on a essayé de faire des films ensemble, mais comme toujours, c'était tellement démesuré à la fin, avec des stars énormes et tout ça, que finalement ça s'est écroulé sur sa propre poids, je dirais. Ouais. C'était tellement chargé que... Et pourtant, le coproducteur était David Lynch. Ah oui, carrément. Oui, carrément. C'était pour Dune? Non, c'était King Shot. C'est un film qui a jamais monté. Et après, on est allé au Festival de Cannes pour essayer de trouver de l'argent. On a trouvé un peu avec David Lynch. Justement, à cette année-là, quand lui a fait l'affiche de Festival de Cannes, avec cette fille blonde avec les lunettes noires. Et ce qui s'est passé après, que lui-même aussi a dit que ça devient... Il y avait Marilyn Manson, Nick Nolte, Mickey Rourke. Dans son film. Oui, énorme. Et on a signé. Ah oui. J'ai signé avec David Lynch aussi en coproduction avec un million. Et qui d'autre? Le narrateur était Johnny Depp. Carrément. Oui, carrément, qui nous a écrit un très très joli lettre, super jolie. Si je retrouve, moi je vais te montrer que quand vous voulez, les gars, à peu près ça, bien entendu. Alors, maintenant, je fais plutôt les distributions. Et maintenant, maintenant le DVD aussi, le chiffre d'affaires tombe, il faut quand même que je vive. Et tu as repris la peinture? La musique? Exactement, je suis en train de reprendre un petit peu le boucle à boucler. Mais le film, quand même, je vends maintenant la télé. Donc, la plupart des chaînes de télé, Arte et France 3 aussi, avec qui je n'ai pas encore fait mais Canal Plus aussi, ils ont des plateformes. C'est ça, où on peut mettre les films. Eux, ils mettent les films, gratuits même. Arte met gratuitement. Donc, ils m'ont acheté une dizaine cette année-là, et ça me fait un peu vivre quand même. C'est pas aussi cher que... Moi, je parle de l'argent parce que je ne suis pas français. Oui. Bon, et la peinture, donc tu t'es remis quand même? Oui. Ah, très bien. Oui, j'ai remis. Et la musique, l'autre fois, quand je t'avais téléphoné, tu étais en pleine composition. Tu étais en pleine composition. Oui. Mais c'est ça, alors tu vois, musicien, chanteur, metteur en scène, réalisateur, comédien, distributeur, producteur, ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Mais ce qui est intéressant quand on pense comme ça à mon parcours, que c'est jamais trop moi qui a initié. Ça se faisait tout seul, ça on venait ils sont venus me chercher. Tout le monde est venu te chercher à chaque fois. Quelque part. C'est magnifique. Quelque part. Il y a des cas d'école de conneries que je fais, et pourtant ça marche. C'est encore un miracle comment j'ai survécu. C'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est comment les choses se font d'un seul coup. Pourquoi? Tu sais, je réponds une sur trois sur le téléphone, mais à tout le monde. Et ça m'est arrivé l'autre jour que le directeur de Arte m'a appelé, m'a laissé un message et je n'ai même pas écouté. Tu n'écoutes pas toujours tes messages. Non.
Tu regardes tes SMS quand même. Tout à fait par hasard, mais tout à fait par hasard, parce que j'ai mal... j'ai entendu le message. Alors, c'est Olivier Père, je voudrais bien te parler et tout ça. J'ai appelé 10 jours après, en disant que... il m'a appelé qu'il voudrait m'acheter 2 films. Et 10 jours après que je réponds, pendant que lui, 5 secondes après. C'est incroyable. Je lui ai écrit un truc, et 5 secondes. Ben écoute, c'est magnifique. Et justement, je lui demandais, mais comment tu fais que 5 secondes, j'ai même pas compris. Il regarde son téléphone. Non, il me dit que s'il ne répond pas tout de suite... il oublie. Il oublie. Je sais, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, comme moi. Parce que tu passes à autre chose et c'est fini. Moi, et si tu oublies ton téléphone, eh ben tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, écoute, je suis contente que tu aies pu venir jusqu'ici parce que on a fait ça par Skype à 2 reprises. Et puis voilà, là, maintenant, ça y est. Oui. Ça y est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. À rajouter... Une sagesse. Oui, oui. Comment on dit, la moralité de l'histoire. La moralité de tout ça, de ce parcours. Ça n'est pas encore fini, ma vie, j'espère. Ça ne fait que commencer. Hein. C'est le début du reste de ta vie, donc... c'est ce qu'on dit. C'est le premier Disons jour qu'il y a une conclusion pratique, et après, il y a peut-être un peu plus philosophique ou spirituel, si tu veux. Le pratique, que chaque fois quand je voulais faire quelque chose, je n'ai pas réussi. Ouais. Tout ce que j'ai fait, quand les autres sont venus me chercher. Ça marchait comme sur des roulettes. Et ça marchait comme ça. Voilà. Parce que tu lâchais prise complètement. Probablement. Et c'était le vrai chemin qui s'ouvrait. Oui. Et disons que je suis assez relax. Oui, parce que tu sais que les choses arrivent, se mettent en place, quoi. Même pas. Tu y penses même pas, en fait. En fait, je pense que je suis vraiment un hippie. Je suis un hippie. Je ne sais pas quoi, préhistorique. Ouais, il me faut quoi? Il me faut... je vis à tu vis à la campagne, Nîmes. Ouais. Dans la montagne? Oui, j'ai attrapé un animal. Non. Si. Quel genre d'animal? Par exemple, cette semaine-là, un petit renard. Ah oui, carrément. Ça se mange, ça? On n'a pas mangé, mais la peau, oui, j'ai préparé la peau. Waouh! Et donc, je regarde comme ça, je fais des trucs un peu... Oh là là! Et tu cultives des choses dans ton jardin? Des fleurs, beaucoup. Ah, tu n'as pas fait un potager comme tout le monde? De raisins, il y a 2 raisins partout. D'accord. Non, j'ai aussi quelques... Je sais que tu es très occupé avec... des fleurs? Oh non, pas les fleurs, mais l'appartement que tu as acheté... Oui, j'ai acheté... à Budapest ou je ne sais plus quoi. Oui, j'ai acheté quelques appartements. Que tu surveilles des travaux, que tu es tout le temps dans les travaux. Ah, mais pendant longtemps, j'étais dans les travaux. Ouais. J'ai fait moi-même. Ah oui, carrément. D'ailleurs, mes cheveux sont devenus rasta. Naturellement. Naturellement, dans la poussière. Incroyable. Oui. C'était pas voulu. Non, pas du tout. Pendant très très longtemps, j'ai essayé de défaire. Et après, tu as laissé tomber. Il avait un temps, à un moment donné... Oui, mais c'était frisé déjà, c'est ça. Ah oui, une fois, il y avait beaucoup de poussière, et après, j'ai pris une douche, et ça est devenu comme ça. Et après, je me suis dit que... Bah oui, c'est rasta. Et après, j'ai demandé à Clémence et à d'autres... Ah non, c'est un style. Filles... Tu as créé un style. Ah, maintenant, tout le monde me connaît depuis des années. Oui, c'est pratique. Ouais. C'est pratique. Je croyais qu'ils ne vont pas me prendre au sérieux à la télé. Au contraire. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est super. Dans mes rapports avec les gens. Super. Alors, peut-être pratiquement, il faut toujours se préparer au pire. Ah bon? Et après le meilleur arrive. Après, c'est toujours un peu mieux que le pire. Moi, tu sais, quand les New Age disent qu'il faut être positif, les jeunes disent qu'il ne faut pas avoir de mauvaises pensées, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas du tout de pensée, d'ailleurs. Je réfléchis très peu.
Non, mais toi, tu vis au jour le jour, en fait. Je suis capable de regarder juste la nature comme ça toute la journée. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Ouais. Tu es un méditatif, en fait. Ah, sans le vouloir. Oui. Sans réfléchir et sans le probablement, un contemplatif. Oui. Et probablement, ça vient de mon père aussi, parce que, surtout à la fin de sa vie, il était capable de regarder un coquelicot. Quelque chose, une un plante. Insecte, voilà. Oui, une plante, mais tellement longtemps, surtout non, c'est pas les insectes, plutôt les plantes. Pour voir comment c'était fait, etc. Ah oui, tellement longtemps, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut regarder aussi longtemps? Et c'est un peu pareil que quand enfant, j'étais au jeune dans les expositions pas des expositions, mais des musées de classiques. Et j'ai vu des gens regarder un tableau très longtemps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut regarder aussi longtemps? Les détails. Les détails. Et maintenant, je fais pareil. Je regarde tout ça. C'est très étonnant. Voilà, mais toi, c'est dans la nature, spécialement. Oui, je pense que... Non, je connais pas mal. Bizarrement, je ne veux pas me vanter, mais je connais assez bien la peinture, je connais un petit peu la littérature. Je viens de lire, par exemple, le Balzac tout. Waouh! De l'un après l'autre. Waouh! Quel courage! L'autre jour, ça fait déjà 1 an, je me suis dit que le Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, je n'ai jamais lu. Ah. Je vais regarder déjà quelles sont les premières phrases. Ça m'a toujours... Comment il démarre? Et tu as tout lu, du coup? Et jusqu'à 10 h du matin. C'est le soir, tu t'es pas arrêté? Je n'ai pas arrêté, j'ai tout lu. Jusqu'à 10 h. Bravo. Ben, j'ai fait des trucs comme ça. Bon, bah, écoute, tu reviens quand tu veux, maintenant tu connais le chemin. Tu connais le chemin de m'inviter, d'ailleurs. De la SACD. Je n'ai pas l'occasion de te remercier de m'inviter. Non, mais ça fait longtemps qu'on en parle et tu étais toujours du côté de Nîmes, donc c'était pas facile. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je monte de moins en moins à Paris. Bon, bah écoute, tu es à Paris et je suis bien contente. Bon. Merci à toi. Merci.